Hello, bonjour à tous. Je pensais pas qu'on serait autant sur ce live. Le but de ce live, c'est de parler du secteur des escape games. Si vous voulez, on peut se donner une trentaine de minutes, voire un peu moins. Le temps que d'autres participants nous rejoignent, je vais commencer par me présenter. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet, questions-réponses. Vous avez juste à mettre vos questions dans le chat. J'y réponds. Voilà, allons-y. Euh, de mon côté, Benjamin Gaoui, j'ai cofondé Toug, plateforme de réservation d'activités loisirs. On a plus de 2000 partenaires en France, à la fois sur du B2C, à la fois sur du B2B, team building, séminaire. J'ai également cofondé PlayPro, logiciel métier qui permet de gérer tout son établissement, de la caisse à la réservation, au site internet, au devis, aux factures, au stock, bref, tout son établissement. Euh, on a également un pôle formation. On a accompagné cette année 350 entreprises en partenariat avec l'AFDAS et le ministère du Travail, justement sur des sujets de communication, réseaux sociaux, acquisition B2B, bref. Et dans le lot, beaucoup d'escape games et d'action games. Euh, je suis également le cofondateur de la Color Room, le concept qui a été lancé en juin 2024 et qu'on a étendu en 6 mois dans 5-6 villes en France. Enfin, cofondateur de Rewill, un outil de gamification marketing. Bref, pas mal de solutions sur le secteur des loisirs. Pour entrer dans le vif du sujet, première question. Alors, juste pour info, il n'y a pas de préparation, donc il risque d'y avoir des moments de réflexion en live. Première question dans le chat. Déjà, merci beaucoup. Je viens de voir qu'on a passé la barre des 50 connectés sur le live. Merci beaucoup. Euh, ok. Comment communiquer sur mon escape game? Comment communiquer sur votre escape game? Alors, déjà, il y a deux sujets. Il y a le sujet B2B et B2C. La communication ne va pas être la même. Elle peut s'y retrouver, mais c'est pas systématiquement la même. En B2C, donc les particuliers, je vous conseille d'avoir un très bon SEO. Parce que, mine de rien, beaucoup de personnes tapent escape game. Le SEO, c'est à la fois sur Google, en classique, mais c'est également sur Google Maps. Ne sous-estimez pas le nombre de personnes qui vont sur Google Maps pour taper escape game. Sur Google Maps, ce qui est très important, c'est également le contenu des avis et le nombre d'avis que vous avez. Donc, SEO. Au niveau des particuliers, vous avez toute la partie réseaux sociaux. Vous avez toute la partie influence, euh, des influenceurs, ça peut être de tout type, nationaux, régionaux, locaux. Euh, comment communiquer via... Alors, la complexité avec l'escape game, c'est que c'est une activité de mouvement. Et donc, c'est très difficile de montrer en une photo que c'est un escape game. Parce que sinon, on voit juste des gens en train de chercher comme ça, et on ne sait pas très bien ce qu'ils font. Euh, la dernière fois, on a accompagné Kidscape, un escape game à côté de Lyon, et, euh, et je leur ai donné cette métaphore-là, cette comparaison-là. N'ayez pas peur de montrer vos salles. N'ayez pas peur de montrer vos mécanismes. Souvent, les escape games sont gérés par des passionnés, et vous vous dites, oh là là, si je montre ce mécanisme-là ou cette solution-là, jamais ils vont venir la faire ou alors ils seront déçus. Juste, c'est le principe de la bande-annonce. Dans la bande-annonce d'un film, vous voyez tous les éléments importants du film. Est-ce que pour autant, vous n'allez pas voir le film? Vous allez quand même le voir. Donnez envie. Et ce qui donne envie d'aller faire un escape game, ben, c'est justement les énigmes, l'intrigue, la salle, l'ambiance. Montrez-la. Vous inquiétez pas, les gens ne vous en voudront pas. Au contraire, quel est le but pour vous? C'est que les gens découvrent votre salle. Alors n'ayez pas peur de la montrer. En tout cas, c'est mon avis. Euh, sur la partie B2B, vous avez également la partie emailing pour faire de l'acquisition B2B.
Vous avez également la partie Ads, Meta Ads, Google Ads. Euh, Sur la partie Ads, je vous conseille vraiment de bien bien calculer. Ça sert à rien de mettre 1 million de dollars. Nous, sur la Color Room, actuellement, il y a 350 euros en pub par mois. Et ça nous permet de générer 12 000 euros de CA. Ça ne servirait à rien de mettre 2 000 euros en ads, puisque dans tous les cas, il y a un certain nombre de créneaux, et quand on est complet le week-end, bah on est complet. Alors on peut aller chercher quelques créneaux en semaine, mais disons que le coût marginal, euh, le coût unitaire marginal investi en pub devient à ce moment-là moins rentable, puisqu'il faudrait en dépenser beaucoup plus pour avoir une personne qui viendrait sur un temps beaucoup plus creux. Donc, il vaut mieux à ce moment-là basculer plutôt sur un budget optimal sur du B2C et garder une réserve sur du B2B, et notamment en Google Ads. Euh, alors je vais essayer maintenant d'être un peu plus court sur les réponses. Euh, Faut-il proposer des options comme de la VR pour augmenter ses revenus? Euh, Franchement, alors oui, c'est possible, euh, mais je pense que si vous êtes juste un escape game, le combo escape game plus VR, ça vaut le coup de le faire en deux établissements distincts ou en deux DA, direction artistique distinctes, en deux brandings différents. Enfin, montrer que c'est vraiment deux choses différentes. Je pense qu'un établissement, quand ça commence à être du pêle-mêle, alors soit c'est assumé, et c'est ce qu'on appelle un FEC, un Family Entertainment Center, ou un parc multi-activités. Là, ok, c'est assumé, c'est voilà, je sais que dans ce parc-là, je vais trouver plein d'activités. Soit bah, je suis plutôt un escape game, et là pour le coup je vais faire que de l'escape avec ma marque d'escape game, soit je fais que de la VR, je vais proposer une marque plutôt VR. Voilà. Euh, c'est pas parce que vous multipliez les activités qu'il y aura plus de personnes. Je pense que si en fait tout dépend d'où vient la réflexion. Si vous avez envie de lancer de la VR parce que bah, il n'y a pas assez de chiffres sur l'escape, bon, bah, c'est qu'il y a un sujet au niveau de l'escape et il y a quelque chose à retravailler au niveau de l'escape. Si c'est parce que vous avez atteint votre capacité optimale, bah, pourquoi ne pas lancer d'autres salles d'escape ou alors changer ces salles. Euh, donc voilà, voilà ma réflexion. Euh, Comment gérer les annulations ou les no-shows? Alors, les no-shows, bon, là, avec PlayPro, c'est notre logiciel. Euh, Comment gérer les no-shows? Tout simplement en mettant soit un système d'acompte, et là vous allez réduire à minima de 60% le nombre de no-shows, soit en mettant tout simplement le paiement 100% en ligne dès le site internet, hein. Et alors ça c'est assez marrant d'ailleurs. Euh, il y a des gérants et des gérantes qui ont des scrupules à faire payer la totalité en ligne. Juste, sachez un truc, les clients finiront tôt ou tard par payer la totalité. Et stratégiquement, on a mené des études sur un parc Acrobranche en Lot-et-Garonne. En mettant la réservation 100% en ligne, les clients qui ont réservé en ligne consomment 23% plus sur place que les clients qui payent sur place. Parce qu'en fait, psychologiquement, le client qui a réservé en ligne, il y a 1, 2, 3 jours, voire même certains, des fois, des semaines ou des mois à l'avance, psychologiquement, ils ont de nouveau leur argent disponible pour leur loisir. Donc ils n'ont pas déjà fait l'acte de sortir leur carte bleue ou de l'espèce dès la billetterie ou dès l'entrée. Donc au moins votre client sort sa carte bleue sur place et au plus il la sort pour des ventes additionnelles. Et sur la partie annulation, alors élément très important que j'ai appris la dernière fois par un escape game, je crois que c'était Nicolas de Privacy Escape, peut-être un paintball. Euh, sur le secteur des loisirs, vous voyez la réglementation qui dit 14 jours de rétractation, etc. Ça n'existe pas sur les activités de loisirs, sachez-le. Donc quelqu'un qui vient, qui paye en ligne, qui vous appelle 2 jours plus tard pour vous dire non, non, en fait, je ne viendrai pas, délai de rétractation, ça n'existe pas. Alors après, il y a la théorie et la pratique. Je, je pense qu'il y a des manières, et là pour le coup, je pense que vous êtes très bon sur ça. Au niveau du service client,
Pas besoin de dire ouais, merci, au revoir. Bah non, vous avez payé, c'était trop tard, ciao. Non, je pense qu'après, est-ce que vous pouvez pas reporter l'annulation? Est-ce que vous pouvez pas avoir aussi des conditions générales d'utilisation et de vente qui sont dans le mail de rappel ou de confirmation de la réservation pour dire bah, si vous venez à annuler, ça se fait à plus de 48 heures, en dessous, laissez tomber, ça sert à rien de nous appeler, vous ne serez pas remboursé. Enfin, tout dépend de la clarté et de comment c'est amené. Et voilà. Après, on reste sur des paniers moyens qui sont autour de la vingtaine d'euros. Euh, on n'est pas sur une croisière à plus de 1 000 euros. Bon. Euh, acheter. Hmm. Alors, par rapport à l'élément là qu'il y a dans le chat, sur les no-shows et sur ce que je viens de dire, sur oui, votre client, dans tous les cas, il va finir par payer sa partie. Il y a quelqu'un qui me dit oui, mais au final des fois, il y a une personne qui paye pour tout le groupe. Oui, certains logiciels euh, bah, ont un fonctionnement par panier. Et donc, un client qui réserve une salle ou une partie va payer les 5 tickets direct. Euh, donc oui, ce que je viens de dire n'est pas valable pour ces logiciels-là. Moi, je parlais plutôt de notre logiciel, nous, PlayPro. On permet le partage du paiement. Et donc, en fait, moi, par exemple, je viens, je réserve, je dis qu'on sera 5. Et au moment du paiement, je vais dire, oui, ben, je serai avec Marie, Emeline, Paul, Foued. Et donc, en fait, le paiement est partagé. Et ça envoie, en gros, ça envoie un lien de paiement à mes amis pour qu'ils règlent leur place à eux. Donc, oui. Faut-il privilégier. Ah, alors il y a à la fois des gérants, gérantes et à la fois des porteurs de projets. Donc à des moments, il y aura des questions plutôt que porteurs de projets. Et je vais essayer de faire plus court, promis. Faut-il privilégier l'achat ou la location du local? Bah, très, très franchement, là, moi j'ai envie de dire c'est un conseil un peu basique. Moi, je conseille de la location dans un premier temps. Et si l'activité fonctionne bien, elle tourne bien, bah, de passer sur de l'achat avec un fonctionnement type SCI où votre société vous paye le loyer. Bref, là pour le coup, je laisse vous rapprocher de fiscalistes et de conseillers en gestion de patrimoine qui sauront mieux vous renseigner que moi pour le coup. Pensez à regarder que l'établissement soit, que le local soit bien aux normes ERP pour recevoir du public. Euh, on parlait tout à l'heure de B2B. Qui dit B2B dit également les à côté, et donc bah, éventuellement une licence, licence 3, licence 4. La dernière fois, je parlais avec Romain de Beerspa à Paris. Il me parlait des distinctions entre la licence 3 et la licence 4. Enfin, bref, c'est toute une aventure. Je crois que c'est pas très complexe à obtenir. Hmm. Ah, non, ça dépend des villes, désolé. Parce qu'en fait, non, à Paris, il y a des reventes de licences, etc. Bref, en tous les cas, vous avez la licence 3 qui vous permet, je crois, de vendre pierre et vin. Enfin, bref. Je ne suis pas le meilleur sur ce sujet-là, mais voilà, location ou achat. Euh, il existe aussi des escape games mobiles, à ne pas oublier, à avoir en tête. Euh, je pense que ça peut être intéressant, même aussi d'avoir une offre mobile, parce qu'il y a de plus en plus de team building et de séminaires qui demandent aux prestataires de venir sur site. Donc avoir une offre mobile peut être intéressant. Je pense que le ratio risque-investissement, il a votre avantage. Si vous mettez 2000 balles pour avoir votre escape mobile, alors, bien sûr, on va pas parler d'une salle ultra design, hein. On va parler de voilà, quelque chose qui fait l'affaire, qui permet de faire jouer, qui permet de faire passer un bon moment à l'entreprise. Si vous investissez 2000 balles, je pense que vous pouvez l'amortir très facilement dans l'année. Comment gérer les clients insatisfaits? Alors, je pars toujours du principe qu'un client doit être insatisfait qu'une seule fois et que ce sujet-là ne doit plus jamais revenir sur la table. Sinon, là, ça vient vraiment de vous. Donc, comment gérer un client insatisfait une première fois? Comment le gérer une première fois? Déjà, il faut être à l'écoute. Moi, ce que je dis toujours sur la partie Color Room, c'est à la fin d'une séance, il faut inviter le client à vous donner ses critiques. Et je dis toujours, alors comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous donner les axes d'amélioration?
ou les points positifs. Ou dans le sens point positif et axe d'amélioration. Je ne dis pas critique, je préfère dire axe d'amélioration. Parce que du coup, psychologiquement, j'embarque le client avec moi dans une réflexion future. Et n'oubliez pas quelque chose, les gens aiment donner leur avis. Ils aiment donner leur avis. Je ne sais pas si vous êtes sur des groupes Wanted Bordeaux, enfin, les groupes Facebook. Euh, alors, t'as quelqu'un, il a le bras en moins, il dit quelqu'un peut m'emmener à l'hôpital. Alors, il n'y a personne qui va l'aider. 2 minutes plus tard, il y a quelqu'un qui dit est-ce que vous avez une idée de resto en centre-ville? Alors là, tout le monde donne un resto. Les gens aiment donner leur avis. Alors, juste, laissez-leur la possibilité de vous donner leur avis. Si vous donnez leur avis, ils ne seront pas insatisfaits. Au contraire. Au contraire. Charge à vous de l'écouter et de ne pas être dans une position défensive, voire même agressive, voire même justificative. Vous n'êtes pas là pour vous justifier. Vous êtes là pour prendre un retour subjectif. Prenez-le. Prenez note. Si vous avez un doute, bon, dites-vous, ok, sur ce point-là, je vais attendre peut-être un deuxième ou troisième client qui va me le dire. Puis à un moment, quand ça revient deux, trois fois, il faut se remettre en question. Et quand c'est crucial, bah, vous devez l'avoir qu'une seule fois et jamais l'avoir une deuxième fois. Donc un client satisfait par rapport à un sujet, ça ne doit venir qu'une seule fois et jamais une deuxième. Est-ce qu'il est possible d'avoir des subventions pour ouvrir un escape game? Ouais. Alors là, je suis pas très bon. Subventions, alors, il y a toujours des subventions régionales. Elles sont assez difficiles à obtenir. Je crois qu'il y a. Alors là, je vais parler plutôt pour la Nouvelle-Aquitaine. Je crois qu'il y a 10 000 euros. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher, un, euh, de votre mairie, de la collectivité, de la métropole, euh, de la BPI, BPI France, de la CCI. Voilà. Et franchement, juste un truc. Restez focus sur votre business. L'administration française n'ira jamais aussi vite que vous qui bossez 24 heures sur 24, semaine et week-end. C'est normal. Vous allez bosser 90 heures semaine, là où en face, la personne va bosser 35 heures. Donc c'est normal que vous, en une semaine, vous avez déjà. En une semaine, vous en avez fait deux. Donc n'attendez. Et en plus, ça, les délais d'octroi. D'octroi, non D'octroi. Sont assez longs. Il y a des dossiers de 1000 pages. Bon, pour aller chercher une subvention de 5000 balles, montez votre escape, générez vos 5000 balles dès le premier mois et ça sera beaucoup plus rapide. Comment évaluer la rentabilité d'un escape game? Désolé. Comment évaluer la rentabilité d'un escape game? euh, Évaluer la rentabilité d'un escape game. Si je devais vous faire un compte de résultats à la grosse pour un escape game, chiffre d'affaires. Votre chiffre d'affaires, c'est les ventes que vous faites en B2C, donc aux particuliers, les ventes que vous faites aux professionnels, et bien souvent pour les pros, c'est fait sur devis. Devis. Euh, Ensuite, vous avez votre loyer, les salaires, les frais de maintenance. Je pense, à reconfirmer, mais je pense, je suis même sûr, que les coûts de travaux liés à l'ouverture d'une salle peuvent être considérés comme étant un investissement. Et donc à ce moment-là, vous pouvez les lisser. C'est ce qu'on appelle des dotations et amortissements sur 5, 10 ans, avoir avec votre expert comptable. Mais ça vous permet justement de faire des économies d'impôts. Euh, voilà comment évaluer la rentabilité de votre escalier. N'oubliez pas qu'il y a des pics d'activité, des saisonnalités. Des saisonnalités au niveau de la semaine, le week-end, au niveau également des soirées. Euh, Vous avez également une saisonnalité au niveau de l'année. Euh, Point important, saisonnalité au niveau de l'année.
mais ça varie également selon votre zone géographique. Euh, Si je vous prends Privacy Escape, un escape game à Agen, son meilleur mois, c'est en août. Alors que à la base, j'aurais eu comme préjugé que août, juillet-août, c'était pas les meilleurs mois pour des escapes. Bon, au final, les gens restent chez eux et pendant les vacances, et du coup, il y a des gens qui viennent faire un escape et il y a même des touristes. Donc, évaluer ces éléments-là, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'escape game dans votre ville qu'il y a pour autant un marché pour un escape game. Peut-être qu'il y a des escape games qui ont fermé. Et donc là, il faut savoir si c'est lié à de la gestion ou à de la qualité. Euh, et ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'escape games qu'il n'y a pas la place pour un nouvel escape game. Encore faut-il avoir un positionnement stratégique qui soit à votre avantage. Est-ce qu'il faut un local spécifique pour un escape game? Non, comme on a dit avant, voilà, vérifiez les normes ERP, les enjeux de licence si vous voulez vendre de l'alcool, vérifier que ce soit facilement accessible, est-ce qu'il y a suffisamment de zones annexes pour avoir un accueil, vestiaire, zone de stockage, zone de repos pour les game masters, bon, tous ces enjeux-là, voire même atelier, si vous avez des mécanismes à réparer. Euh, N'oubliez pas que les loisirs sont des activités par destination. Ce n'est pas parce que votre établissement est sur les Champs-Élysées qu'il aura plus de monde. Euh, il y a des escape games qui sont dans des zones industrielles, en périphérie de ville, qui tournent très très bien. Parce qu'au final, en zone périurbaine, euh, le loyer va être moins élevé, vous aurez donc plus de surface, donc plus de salles égale plus de rentabilité parce que vous allez avoir des game masters qui vont pouvoir, vous allez pouvoir créer une sorte d'économie d'échelle parce que vous allez avoir plusieurs salles d'ouvertes en même temps, euh, un grand parking, donc pas d'enjeu de personnes qui vont arriver 10-15 minutes en retard parce que oui, bouchon en centre-ville, pas de trouver de place, etc. Donc 10-15 minutes, comment les rattraper, sauf que vous avez des séances qui s'enchaînent, et en plus de ça, entre chaque séance, il faut remettre la salle en état. Bref, des fois, stratégiquement, avoir un escape plus grand en périphérie peut s'avérer plus stratégique que d'avoir une, deux, ou grand max trois salles en centre-ville. Après, je peux pas donner un avis tranché sans connaître la ville ou autre. Et c'est même sans analyse préalable. Est-ce qu'il faut investir dans le SEO de son site web? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez regarder des outils comme Ubersuggest, comme SEMrush. Analysez le trafic et positionnez-vous sur ce qu'on appelle des long tails. C'est-à-dire, au lieu d'aller chercher Escape Game plus le nom de votre ville, allez peut-être chercher Escape Game pour enfants à Limoges. Il y aura moins de concurrence, il y aura sûrement du trafic. Et en plus de ça, c'est vous qui le récupérez à 100%, parce que vu qu'il y aura moins de compétition sur ce mot-clé assez technique, automatiquement, vous pourrez être premier rapidement. N'oubliez pas, le SEO repose sur trois piliers. C'est à la fois le contenu, c'est également la, la, la technique, c'est-à-dire la vitesse de votre site internet, la vitesse au sens de comment est-ce qu'il est architecturé, euh, et enfin les backlinks, c'est-à-dire est-ce qu'il y a d'autres sites internet qui réfèrent à vous, et donc à ce moment-là, ça donne plus de puissance et de notoriété à votre site. Donc en résumé, contenu. Dans le contenu, j'inclus également le fil d'Ariane, c'est-à-dire le maillage sémantique, ce qu'on appelle le cocon sémantique, une page principale qui parle de l'escape game dans telle ville avec les balisages H1, H2, H3, etc. Meta title, méta description, bref, tout clean. Donc, contenu et fil d'Ariane. Deux, la technique, le site internet pur. Ce que vous pouvez voir avec une analyse des core vitals. Et trois,
backlink, donc le jus qui vous a envoyé. Euh, ok. Quels sont les meilleurs moyens pour attirer des team building et des séminaires comme tu en parlais au début? Alors, ben, vous pouvez pour attirer des séminaires et des team building, proposer une offre spécifique. C'est pas parce que c'est pas parce que vous avez une offre B2C qu'il faut proposer votre offre B2C à des entreprises. Quand on fait du B2B, c'est du business to business, donc on s'adresse à des professionnels à qui on va envoyer un devis. C'est un mini appel d'offres en réalité, parce que le professionnel, quand il va faire appel à vous, ben, il a appelé aussi Dots Escape, Dot Action Game, Dot Bowling. Donc il est en train de faire un appel d'offres et il faut remporter cet appel d'offres. Pour le remporter, il faut avoir l'offre la plus sexy. Donc n'hésitez pas à comprendre les besoins de votre client. Est-ce que c'est pour une annonce de résultats? Est-ce que c'est pour récompenser l'équipe? Est-ce que c'est un arbre de Noël? Pourquoi est-ce qu'ils font le team building et le séminaire? Il y a une raison, il y a toujours une raison. Est-ce que vous vous adressez aux décisionnaires? Est-ce que c'est Monique, office manager, qui est juste en charge de récolter les devis? Ou bien est-ce que c'est Julie, la PDG, qui elle sera la décisionnaire? Donc adressez-vous aux décisionnaires, comprenez les besoins et faites une offre adaptée, qui plus est une offre qui peut dépasser votre service d'escape game en proposant salle de réception, traiteur, boisson, etc. Un full package. Moi, vous proposez à l'entreprise un full package, pourquoi vous ne prendrez pas? Et en plus de ça, si votre prix est attractif. Pas de raison. N'oubliez pas un truc, quand l'entreprise va venir, vous aurez peut-être une trentaine de personnes qui vont venir. Techniquement, euh, si vous prenez les 30, c'est exponentiel. Les 30 personnes qui viennent, vous pouvez par ricochet toucher leurs conjoints, conjointes également, et donc l'entreprise des conjoints, conjointes. Donc c'est exponentiel. C'est 30 puissance 30. En plus de ça, vous pouvez les retrouver en tant que particulier. Et inversement, les particuliers, vous pouvez les retrouver en professionnel. Euh, vous pouvez participer à des salons de CSE. Vous pouvez participer à des clubs d'affaires, des réseaux d'affaires. Bref. Il y a beaucoup de moyens et on a une formation sur l'acquisition B2B. Euh, Est-ce que c'est efficace de travailler avec des influenceurs? Oui. Pas besoin de prendre des influenceurs avec 6 millions d'abonnés. Des fois, un influenceur avec 10 000 abonnés qui accepte encore ce qu'on appelle du gifting, c'est-à-dire que vous allez lui offrir sa partie et il va venir et il va parler de vous. Des fois, un influenceur avec 10 000 abonnés, mais une communauté très 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 réactive, très très active, euh, au final, ça vous ramènera beaucoup plus que de faire un partenariat avec quelqu'un qui a 6 millions d'abonnés. Est-ce que c'est difficile d'obtenir un prêt pour un escape? Alors là, franchement, j'entends de tout. J'entends certains escapes qui me disent oui, la BNP, le Crédit Agricole, maintenant ils veulent plus voir de dossier, escape game. D'autres qui me disent si, si, moi je suis arrivé en avoir. Il y a pas de. Un prêt, ça reste un projet. Et est-ce que vous allez embarquer votre conseiller bancaire avec vous dans votre projet? Oui ou non? Et d'ailleurs, si vous arrivez à l'embarquer, bah, ça veut dire que vous êtes aussi sur la bonne voie et que vous pourrez l'avoir ensuite en team building avec sa famille. Est-ce que c'est rentable de proposer des activités complémentaires type bar, boutique? Alors boutique, si c'est en mode merchandising, je ne sais pas. Bar, oui, en complémentaire, oui, c'est stratégique, notamment sur le segment B2B. N'oubliez pas que le B2B, c'est ce qui vous remplit 80% de votre semaine, qui techniquement devrait être vide, et en plus de ça, sur des paniers moyens supérieurs à 1000, 1000, 2000 euros. Donc 1000 fois plus stratégique que sans réservation de particulier. Comment fidéliser mes clients? Bah là, il y a différents moyens. Je pense, voilà, programme de fidélité, réduction, parce que l'enjeu pour un escape, c'est de travailler la viralité beaucoup plus que le repeat client. Le repeat client, vous pouvez l'avoir sur d'autres salles. Donc, si vous avez donné envie au client de venir et tester une autre salle. Et la viralité, c'est est-ce que vous avez suffisamment donné envie à votre client qu'il devienne un ambassadeur et qu'il parle à tout le monde de la salle qu'il a vécue. Euh, Nous, ce qu'on utilise, bah, c'est Rewheel, un de nos outils, c'est une roue. À la fin de la partie, on invite les clients à scanner la roue pour gagner un cadeau, une partie gratuite, moins 50%, un café, un coca.
Et quand il scanne la roue, il nous laisse un avis. Donc au final, en laissant l'avis, derrière, il a son cadeau et il doit revenir pour récupérer son cadeau. Ça, c'est un moyen de créer du repeat indirect. Euh, Fidéliser, c'est aussi avoir un outil qui envoie un email de remerciement, qui souhaite l'anniversaire. Au moment où il souhaite l'anniversaire, vous avez moins 20% si vous venez faire votre anniversaire chez nous. De la newsletter pour les alimenter régulièrement. Les retrouver sur les réseaux sociaux, mettre en place le pixel Facebook, utiliser les emails et les mettre dans les campagnes Facebook lookalike pour aller les cibler sur de la notoriété ou du retargeting. Voilà comment on travaille la fidélisation client. On la travaille sur place, mais également quand le client est rentré chez lui. Voilà, voilà. Bon, on a un petit peu dépassé. J'ai essayé vraiment d'être ultra concis. 30 minutes 50. Je vois qu'on est maintenant soit 75. Merci à tous. J'espère avoir pu répondre à pas mal de questions. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse une session 2 plus tard. À très vite. C'était Benjamin.